Et moi, je m'efface, je coupe ma caméra et je coupe mon micro. D'accord? Je te donne le go tout à l'heure. C'est en train de se faire. Coupez vos micros quand vous ne parlez pas, s'il vous plaît. Jacques, on est bon. Moi, je coupe mon micro, je te donne le go, tu peux commencer. Bonjour à toutes et tous. Merci de nous suivre en visioconférence pour cette table ronde qui est la suite d'une promesse. Il y a un peu plus d'un an, lorsque Johanna Rolland a présenté à la presse la charte métropolitaine de la donnée, elle a été interrogée sur la portée réelle d'une telle charte. Après tout, une charte, ça peut être simplement des beaux principes que l'on affiche et on n'est peut-être pas obligé de les respecter. Un engagement fort a été pris. Chaque année, la métropole de Nantes s'engage à rendre public un bilan de son action en matière de gestion des données, de protection des données des habitants, de transparence dans l'utilisation des données ou de contrôle des données d'entreprise qui parfois s'intéressent d'un peu trop près aux données publiques. C'est de tout ça dont nous allons parler lors de cette table ronde cet après-midi, mais pas uniquement avec un regard de la métropole. Nous allons croiser le regard porté sur cette charte, sur les enjeux éthiques de la donnée, sur les possibles problèmes et les difficultés d'application avec plusieurs intervenants. Nous commencerons par un regard extérieur du Canada, avec Stéphane Guidouin, le directeur du laboratoire d'innovation urbaine de Montréal. Nous aurons ensuite le regard d'une entreprise, avec Stéphane Gervais, responsable de l'innovation du groupe Lacroix. Francky Trichet, vice-président de Nantes Métropole, pourra leur répondre et nous dire comment la métropole prolongera son action en faveur d'une action éthique, d'une gestion éthique de la donnée. Enfin, pour conclure cette séance, nous avons demandé à Tania Perelmutter de la Fondation Abeona pour une data science au service de la justice et de l'équité de réagir à cette initiative nantaise. Et nous garderons bien évidemment quelques minutes pour échanger avec vous. Mais je vais d'abord laisser la parole à Claire Sachot. Claire, d'une certaine manière, vous faites partie de la promesse faite par Johanna Rolland il y a un an. Vous avez été nommée administratrice générale des données de la métropole, on dit aussi Chief Data Officer, et votre rôle est de faire vivre la stratégie des données du territoire. Et c'est à vous qu'il revient d'ouvrir cette table ronde en nous présentant le bilan de la charte un an après. Bonjour à toutes et à tous. Je vais en effet partager avec vous, pour démarrer cette table ronde, les principales inflexions concrètes de cette première année d'application de la charte. Partager avec vous comment on l'a mise en œuvre, ce qui a bien fonctionné, ce qui est plus compliqué. Notre premier engagement, c'était celui de rendre compte, parce que cette charte, c'est une doctrine. Donc, c'est une doctrine qu'on a posée autour de valeurs sur la confiance, la transparence, l'éthique de la donnée globalement. Et c'est vrai que sa force, elle réside dans notre capacité à la faire vivre. Et c'est surtout aussi notre capacité à mettre en œuvre nos propres engagements. Donc, tout ce que je vais vous présenter maintenant, vous pouvez le retrouver de manière plus détaillée dans un rapport qui sera disponible sur le portail de la collectivité. Alors, un des engagements importants qu'on avait pris, c'est de protéger, bien sûr, les données des habitants. Ça ne va pas vous étonner, la collectivité, elle produit, elle collecte beaucoup de données dans le cadre de ses missions de service public. Ça va de l'état civil jusqu'à des services publics comme l'eau ou les transports. Et parmi ces données, il y a les données des citoyens qui nécessitent d'être particulièrement protégées. Donc, ça est passé ces derniers mois notamment par la désignation d'une fonction de délégué à la protection des données qui est chargée de superviser cette protection. Et puis, il y a eu un travail important de fait pour identifier et sécuriser plus de 1200 traitements de données personnelles en interne. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'on a globalement assez peu de saisines de citoyens sur la manière dont sont gérées leurs données. On a un nombre stable depuis 2 ans, autour d'une vingtaine par an. Donc, vous allez me dire, là, en fait, on est dans le strict application du cadre européen de protection des données, le RGPD. Mais la collectivité, elle souhaite vraiment aller plus loin. Et notamment, on considère que son rôle, c'est aussi de pouvoir accompagner les citoyens, les sensibiliser sur comment gérer leurs données personnelles. Donc, notre souhait, c'est aussi de pouvoir accompagner les habitants sur leurs droits, les aider à les faire valoir. Et c'était l'objet d'une première action qu'on a mis en œuvre cette année à destination des adolescents et de leurs parents. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite poursuivre parce que c'est un vrai dispositif au service de la formation, la citoyenneté numérique.
Et puis pour terminer sur ce sujet de la protection des données, là c'est plus technique, mais je voulais rappeler que la collectivité, elle a mis en place un stockage des données qui répond à une norme internationale, qui est la norme ISO 27001. Elle est peu répandue en France parce qu'elle est facultative, mais c'est vraiment une manière de garantir la qualité de la sécurité de notre système d'information. Alors, quand on veut générer de la confiance sur la manière dont sont gérées les données dans la collectivité, c'est important aussi de pouvoir montrer comment la collectivité s'organise sur ces sujets-là. C'est ce qu'on est en train de faire et ça va être notamment en partie mon rôle en lien notamment avec les collègues du département des ressources numériques et puis tout le réseau de compétences qui existe au sein de la collectivité. On a déjà entamé la formation de plus de 150 cadres en interne sur les enjeux de la donnée dans leur métier. Et c'est quelque chose aussi qu'on va poursuivre à partir de l'année prochaine. Et puis, de manière aussi très concrète, cette charte, elle propose des règles qu'on s'efforce d'appliquer. Et puis, on a aussi une attention à ce que les entreprises avec lesquelles on travaille puissent aussi les respecter. Donc, c'est pour ça qu'on met en place progressivement des clauses données dans nos marchés pour décliner ces principes. Donc, ça, c'est aussi une manière de montrer que la charte de la donnée, ce n'est pas qu'une déclaration d'intention. C'est aussi une manière d'être traduit concrètement à travers des clauses dans nos contrats. Alors, sur la question de la souveraineté publique, ça, c'est un principe aussi fort qu'on avait posé et c'est notamment s'assurer que les données de la collectivité sont hébergées en France pour les plus sensibles et notamment en Europe à minima pour être protégées dans le cadre du RGPD. Donc là, il y a eu un travail important qui a été mené par les services. Et finalement, on a 92% des applications informatiques qui sont hébergées sur nos propres serveurs. Donc, on a une maîtrise importante de nos données dans la collectivité. Et on a notamment une application qui est hébergée au Canada. Et on a engagé des démarches en cours pour rapatrier ces données. Et on est toujours en discussion avec l'éditeur. Sur cette question de la souveraineté, on a aussi été confronté mi-mars, comme tout le monde, à la question de l'accompagnement du déploiement du télétravail et notamment la question de quel outil de visioconférence on allait proposer en interne aux agents. Donc là, la décision a été prise de proposer un outil en cohérence avec les valeurs de la charte. Donc on a choisi l'outil Tixeo. Tixeo, c'est aujourd'hui un outil qui n'est pas encore tellement connu, mais qui est le seul outil français qui est labellisé par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information et qui est aussi recommandé par la CNIL. On a aussi ensuite posé un principe important de sobriété de la donnée, agir avec sobriété de façon durable. Le principe, c'est notamment que la collectivité va venir collecter les données qui ont une utilité et de pouvoir s'interdire de collecter massivement et de stocker massivement de la donnée quand ce n'est pas nécessaire. Donc ça, c'est aussi important parce que la donnée, bien sûr, elle a un coût énergétique. Ça peut paraître évident, mais en fait, ce n'est pas si simple et ça nécessite d'être pris en compte en amont des projets. C'est quelque chose qu'on essaie de décliner concrètement dans nos projets, et par exemple dans le cadre du déploiement du Wi-Fi public. On sait qu'un certain nombre d'opérateurs de Wi-Fi public en fait, peuvent proposer de suivre les déambulations, par exemple, des touristes sur le territoire. Ce n'est pas illégal, c'est très encadré, mais à Nantes, on a décidé de faire les choses autrement. Et donc, le service qu'on propose, c'est un service qui va proposer uniquement Internet dans l'espace public et dans les transports. On sait aussi, on a renoncé à notamment demander la création d'un compte pour s'identifier et accéder au service. Donc ça, c'est vraiment un parti pris de la collectivité parce que ça nous semblait important de générer aussi de la confiance dans notre service de Wi-Fi. Et c'est aussi quelque chose qui nous avait été remonté par les citoyens quand on avait évalué le service avec eux. Alors, sur cette question de la confiance, on sait que la transparence est un outil important pour générer de la confiance. Et depuis 10 ans, Nantes est engagée dans une démarche d'ouverture de ses données publiques, notamment avec son portail Open Data qui est mutualisé avec nos partenaires, le département et la région, et sur lequel on va retrouver plus de 800 jeux au total. Donc, depuis le lancement de la charte, Nantes a passé 90% de ses jeux de données en licence ouverte. Donc ça, c'est une manière de pouvoir favoriser encore plus la réutilisation des données publiques. Puis surtout, je voudrais revenir sur le fait que Nantes a été la première collectivité française à publier le code de ses algorithmes, en l'occurrence, ces algorithmes de tarification solidaire de l'eau et des transports.
Ça peut paraître comme quelque chose d'assez technique et de réservé aux spécialistes, mais pour nous, en fait, c'est vraiment un réel effort de transparence au service de l'action publique. Et c'est vraiment comment on va pouvoir aussi permettre à ceux qui le souhaitent de venir comprendre comment la décision est prise. C'est un vrai sujet de transparence et on l'avait vu notamment dans le cas de Parcoursup il y a quelques temps. Alors, tout ce que je viens de vous présenter, en fait, ça va concerner plutôt le cadre protecteur que va poser la charte pour la gestion de ces données. Mais l'idée aussi, c'est que la collectivité, elle puisse bien sûr soutenir et développer de l'innovation. Donc, ce matin, mon collègue Florent Bédécarat a présenté dans un atelier du Salon de la Data, avec 2 entreprises, Vertigo et Maestria, un premier test pour développer une intelligence artificielle au service de l'intérêt général. En l'occurrence, là, c'est une intelligence artificielle pour contribuer à limiter le gaspillage alimentaire dans les cantines. Donc, l'objectif, c'est de venir exploiter la donnée de la collectivité, de la croiser et de pouvoir aider à anticiper plusieurs semaines à l'avance le nombre d'enfants qui vont venir manger à la cantine. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce projet parce que vous pourrez revisionner l'atelier sur la plateforme du salon. Et puis, on a aussi produit un rapport qui documente aussi tout ce travail qui va être publié sur notre portail Open Data. Mais c'était l'occasion aussi de rappeler que ce projet, il a été travaillé avec des partis pris forts autour d'une IA éthique. Pour nous, une IA éthique, c'est quoi? C'est une IA qui va être développée au service de nos politiques publiques, qui va venir soutenir l'agent, l'aider dans son quotidien. C'est une IA qui ne va pas utiliser de données personnelles, même si en l'occurrence là, ça aurait pu aider aussi les modèles. Et puis, c'est une IA qui est travaillée en transparence. Donc, la démarche, elle a été conçue pour être ouverte, pour être en open source, et parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir la partager, l'améliorer et de la disséminer dans d'autres territoires, parce que la restauration scolaire, c'est une politique publique qui est commune à tous les territoires. Pour terminer mon propos, je voulais mettre l'accent sur des points qui ont été plus difficiles à mettre en œuvre ou sur lesquels on a pris du retard. Le premier, c'est notamment le sujet des données d'intérêt métropolitain qui nous tient particulièrement à cœur. Donc, effectivement, il y a les données publiques qui sont produites sur les territoires, mais il y a aussi des données qui sont produites par des acteurs privés, notamment, qui agissent sur le territoire. On pense souvent à Waze parce qu'on voit très bien en quoi les données qu'ils produisent pourraient aussi être utiles pour comprendre les mobilités qui se jouent sur notre territoire, mais ça peut être aussi un travail avec d'autres partenaires. Parce que l'idée, c'est de pouvoir proposer un cadre de dialogue avec ces acteurs pour que la collectivité puisse, dans le cadre d'un partenariat, accéder à ces données. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voulait démarrer cette année, mais dans le contexte de cette année 2020, on n'a pas pu l'avancer comme on le voulait. Donc, on va ouvrir ce chantier l'année prochaine. Et puis, on avait aussi annoncé un programme spécifique en matière d'open data pour toutes les communes de la métropole. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on va pouvoir engager l'année prochaine. Et d'ailleurs, on a un certain nombre de communes qui sont en train de revenir vers nous, qui sont prêtes à travailler avec nous sur ces sujets-là. Et puis, à l'époque du lancement de la charte, on avait une cinquantaine, enfin, on a toujours d'ailleurs 50 partenaires publics et privés qui s'étaient engagés à nos côtés sur les valeurs de la charte. Donc ça montre que la charte, c'est des engagements publics, mais c'est aussi une démarche, une dynamique collective sur le territoire. Et sachez qu'on les a réunis ce matin. Un certain nombre d'entre eux nous ont partagé, depuis le lancement de la charte, les principales actions, les principales initiatives qu'ils avaient pu mettre en œuvre au sein de leur propre structure. Et puis, on a partagé l'intérêt de pouvoir poursuivre nos échanges l'année prochaine, notamment sur la diffusion de ces bonnes pratiques et la diffusion aussi des principes de cette charte sur le territoire. Donc, tout ça, c'est bien, ça nous donne du travail, des perspectives. Pour moi, c'est l'occasion de remercier aussi tous les collègues qui ont travaillé, qui ont contribué à ce bilan. Et puis, certainement, de vous donner aussi rendez-vous dans un an. Merci beaucoup Claire pour avoir à la fois fait ce travail, présenté de façon synthétique l'ensemble de ces axes qui sont mis en œuvre par les services de la métropole en déclinaison de cette charte métropolitaine de la donnée, dont je rappelle qu'elle était la première en France à être présentée et rendue publique. Merci d'avoir également respecté le timing. Nous allons maintenant traverser l'Atlantique, filer au Québec, rejoindre Stéphane Guidouin, qui est le directeur du laboratoire d'innovation urbaine de la ville de Montréal. Stéphane, Montréal vient de rendre publique à son tour une charte de la donnée.
Et on souhaitait vous poser d'abord la question de savoir ce que vous inspire la démarche de Nantes et quels sont les enseignements que vous en tirez pour votre propre démarche. Bonjour, puis merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis nantais aussi, là. J'ai fait mes études supérieures, collège, lycée en France. Donc, moi, ça me fait plaisir à Nantes. Donc, ça me fait plaisir de participer. D'abord, je voulais féliciter Nantes pour son leadership et la démarche et en toute transparence, souligner ce qui a été fait, puis ce qui a peut-être pas été fait, puis ce qui est en retard. C'est vraiment une démarche intéressante sur laquelle on a beaucoup à apprendre. Moi, comment je vois ça? D'abord, il y a beaucoup de similarités. On s'est inspiré, puis on a travaillé avec l'équipe de Nantes sur notre charte aussi. Donc, il y a beaucoup de similitudes, mais c'est sûr que le contexte change beaucoup aussi. Typiquement, au Canada, nous, on a un marché qui est très, très intégré avec les États-Unis. Puis certains éléments, par exemple, de souveraineté qui sont difficiles mais atteignables à Nantes sont quasiment impossibles à Montréal. Et au Canada, par exemple, les éléments d'hébergement sont à peu près impossibles à séparer entre le Canada et les États-Unis. C'est la norme pour le marché canadien, autant, je dirais, au niveau des entreprises, même au niveau de certains gouvernements, de s'approvisionner de manière indistincte aux États-Unis puis au Canada. Et de manière générale, une entreprise qui est canadienne puis qui stocke au Canada, du jour au lendemain, peut être achetée par une entreprise américaine. On a encore vécu récemment dans une situation à Montréal. Donc, je dirais que ça, c'est le premier élément. Deuxième élément que je souligne dans les éléments qui ont été plus difficiles dans la charte, c'est tout ce qui est en lien avec les partenaires, donc les entreprises privées, les autres communes. C'est vraiment un élément difficile et nous, c'est ce qu'on vit aussi dans notre charte. On a prévu et on réalise, je dirais, des éléments de mobilisation de partenaires institutionnels et d'entreprises, mais on a décidé quand même de lever un peu le pied à cause des efforts que ça représente. Puis je trouve ça intéressant, puis c'est des éléments sûrement sur lesquels on pourra faire des suivis avec Nantes, c'est parce que aujourd'hui, à ce stade-là, la priorité d'une ville, c'est de livrer des services à ses employés et éventuellement d'encadrer de manière éthique et responsable les services qu'elle donne. Puis les efforts qu'on fait pour promouvoir ça à l'externe, ce n'est pas nécessairement considéré comme des priorités absolues. Donc, je pense que ça soulève vraiment la question de dire, est-ce qu'il y a d'autres modalités, est-ce qu'il y a d'autres approches qu'on peut avoir pour inviter des partenaires, des entreprises, d'autres institutions à le faire, mais sans nécessairement que le poids de la mise en œuvre du suivi retombe sur la ville parce qu'on en a déjà, je dirais, plus qu'assez en termes de services à rendre. Puis, troisième point que je dirais, c'est vraiment la transparence sur les algorithmes que je trouve vraiment passionnante et intéressante. Ça soulève beaucoup, beaucoup de questions. Moi, je suis vraiment intéressé de suivre ce que Nantes va faire là-dessus. Jusqu'à présent, nous, l'IA, on l'a beaucoup utilisé dans un domaine que je vais dire descriptif, c'est-à-dire de vraiment utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour comprendre ce qui se passe, pour analyser ce qui se passe. Mais on a été un peu hésitant à rentrer sur des éléments que je vais dire décisionnels, donc d'utiliser une intelligence artificielle pour appuyer la prise de décision qu'on va faire. Là, je vois ce que Nantes a fait, va dans cette direction, mais avec des éléments de transparence. Donc, c'est vraiment quelque chose que je trouve super intéressant et qu'on va suivre de près. Merci Stéphane. Peut-être une question complémentaire parce que la charte de Montréal, nous l'avons tous découverte avec beaucoup d'envie et d'attention au mois d'octobre. Elle est différente de celle de Nantes sur plusieurs points. Est-ce que vous pouvez nous en citer un ou deux qui pourraient en retour aussi nous inspirer côté français? Tout à fait. Le premier point, encore, il est sur le contexte. Puis c'est un élément qui est peut-être moins inspirant, c'est que nous, on n'a pas le RGPD au Canada. On a un cadre réglementaire qui est, je dirais, moins à jour. Donc, nous, en fait, ça nous a obligés à nous positionner de manière un peu plus forte par rapport à plusieurs éléments, faute d'avoir un cadre légal qui était à jour. Je dirais sur les deux éléments, nous, qu'on a essayé d'aller chercher un peu en plus de ce qui a été fait à Nantes. D'abord, on s'est appuyé sur la déclaration Cities for Digital Rights qui a été promue par plusieurs villes, dont Barcelone, Amsterdam et New York, qu'on a adopté nous-mêmes récemment, et qui cadre vraiment l'enjeu de la donnée et de la technologie dans un cadre plus général des droits fondamentaux humains et qu'on a essayé de soutenir et d'incarner dans notre candidature, dans notre document. Puis c'est vraiment une réflexion de pas juste la protection de la vie privée, mais vraiment les éléments de dignité, de liberté, de libre arbitre
comment est-ce qu'on est capable vraiment de les incarner concrètement là-dessus. Donc, c'est un élément qu'on a vraiment essayé de creuser et d'incarner. L'autre élément, c'est que l'aspect individuel était peut-être insuffisant par rapport à la discussion qu'on a eue. Et on a vraiment eu tout un bloc sur les bénéfices collectifs des données. Et là encore, comment est-ce qu'on est capable de positionner la réflexion sur comment est-ce qu'on fait de la donnée qu'on collecte un bien commun et comment est-ce qu'on est capable de vraiment générer de la valeur pour la communauté, pour la collectivité basée sur ces données. Donc, c'est des éléments qui sont présents dans la charte de données, mais qu'on a peut-être essayé de formuler de manière à les rendre plus intelligibles et plus compréhensibles par les gens qui prennent connaissance de la charte. Merci beaucoup Stéphane. Je précise que la charte de la donnée de Montréal est téléchargeable sur le site internet de la ville de Montréal, comme d'ailleurs celle de Nantes sur le site de Nantes Métropole. Peut-être pour terminer, avant de revenir en fin de table ronde sur les questions de nos spectateurs, est-ce que vous-même Stéphane, vous auriez une question à poser à Francky Trichet? On les laissera répondre tout à l'heure parce qu'on a d'autres interventions, mais si vous avez une question, est-ce que vous pouvez nous la donner tout de suite? Oui, comme je le disais, c'est sûr que le lien avec les partenaires sont partenaires externes, là, donc institutions, entreprises privées. C'est demandant, c'est difficile, ça fait partie des éléments qui ont peut-être été incorporés dans la charte. Moi, je voulais poser la question à Francky et à la ville de Nantes, la métropole. Est-ce qu'il y a des modalités que vous avez en tête justement pour essayer peut-être de rendre ça plus facile, plus accessible, de soutenir cette mobilisation des partenaires externes? Merci beaucoup Stéphane. Nous allons revenir à Nantes et je vais passer la parole à Stéphane Gervais. Stéphane, vous êtes le responsable de l'innovation du groupe Lacroix. Votre entreprise a la particularité de faire partie des 50 entreprises du territoire qui ont signé l'an dernier cette charte métropolitaine et vous avez accepté de jouer le jeu avec nous de ce bilan. Alors, on va vous poser aussi à vous la question très concrètement dans votre activité, dans votre groupe, le groupe Lacroix. Ça veut dire quoi aujourd'hui, quand on est une entreprise, d'avoir une éthique de la donnée? Merci Jacques, merci à tous. Très content et très fier d'être parmi vous aujourd'hui. Effectivement, cette charte de la donnée, on a été un des premiers signataires avec un engagement fort de notre PDG sur cette charte. Et effectivement, on a eu aussi des impacts directs et indirects de cette charte dans notre société et à l'extérieur. Quand même un petit mot sur le groupe Lacroix. On a une équipe entière technologique. On conçoit et on industrialise beaucoup de produits plus ou moins connectés pour la mobilité, l'éclairage public, les réseaux d'eau, le réseau d'énergie, Smart Grid, qui intrinsèquement remontent aussi quelques données et qui sont très, on va dire, orientées métiers. Donc, vous pouvez comprendre que tout ce qui autour de la donnée est données qui a vocation métier et servicielle sur les collectivités publiques nous touche de près. Concrètement, cette charte de la donnée, pour nous, c'est clé. Elle est clé parce qu'en fait, elle a confirmé une de nos stratégies autour de ce qu'on appelle la smart data. C'est-à-dire que l'on conçoit en fait nos produits qui peuvent se trouver aussi bien sur des lampadaires que sur des contrôleurs de feu ou même dans des réseaux d'eau ou d'énergie, d'utiliser en fait le principe de collecter les données et les traiter au niveau du capteur, au plus près du capteur, pour renvoyer le minimum d'informations via les réseaux de communication et envoyer de l'information et pas simplement de la data. Et des informations qui ont bien sûr contextualisé et qui ont on va dire un sens d'un point de vue métier pour pouvoir mieux gérer ou alerter ou même prendre des décisions localement. C'est une stratégie qui paraît peut-être plus évidente aujourd'hui, mais qui était beaucoup moins il y a quelques années, où on était confronté à des grosses entreprises d'un côté, ou même des startups qui étaient plutôt là pour collecter de la donnée, pour essayer ensuite d'essayer de faire des choses avec, même s'ils ne savaient pas exactement ce qu'ils allaient en faire, et même si et pour pouvoir essayer de créer en fait le nouveau produit de demain. On était sur des principes et des philosophies complètement différentes qui s'avèrent gagnantes aujourd'hui par rapport bien sûr à la sobriété de la donnée, etc., mais aussi par rapport à la résilience autour des réseaux de communication, résilience aussi, comme on a pu le voir, dans les périodes où on ne peut accéder à ce type d'objets connectés.
D'un autre point de vue interne, c'est aussi accélérer notre sensibilisation autour de la donnée, de l'importance de cette donnée et de la protection que l'on doit apporter à cette donnée. Alors, quelques exemples un petit peu concrets. Effectivement, comme l'a dit Claire, ISO 27001, c'est quelque chose de compliqué. Il y a un de nos centres qui a été déjà, on va dire, certifié ISO 27001. Et on regarde effectivement cette certification autour de la cybersécurité pour essayer de l'étendre sur plusieurs de nos centres. Sensibilisation aussi autour de l'éducation de nos employés. On a lancé beaucoup de campagnes et des formations autour du RGPD sur la sensibilisation de cette donnée. Mais aussi, par exemple, au niveau de l'innovation. Aujourd'hui, effectivement, on a un lab de l'innovation chez nous qui travaille autour des usages et des technologies et de la convergence des deux pour amener effectivement des nouvelles solutions à des besoins d'aujourd'hui et de demain sur les villes. On a pu une telle sensibilité qu'en fait, un de nos innovateurs lab a d'abord travaillé avec la CNIL et le lab de la CNIL sur de l'intelligence artificielle embarquée avant même de démarrer un projet d'innovation autour de caméras qui embarquent de l'intelligence artificielle, donc qui est par conception, on va dire, RGPD compliant, comme on dit, mais qui a voulu en fait tester tous les problématiques autour de la protection de la donnée, sensibilisation aussi, anonymisation et autres, avec le lab de la CNIL, alors que c'est qu'un niveau, on va dire, innovation. Il y a aussi une cohérence donc au niveau du stratégie du groupe, mais aussi ça a renforcé tout ce qu'on a pu voir ou faire. Et qu'est-ce qu'on fait de cette donnée aussi qui peut être disponible? C'est pour ça qu'on a lancé très récemment une équipe Smart Data qui aide certaines collectivités à pouvoir exploiter des données existantes. Donc, on ne va pas surenchérir sur la partie données, mais sur des données existantes qui, pour certaines, viennent de nos produits, bien sûr. Et on a aidé plusieurs collectivités à faire être beaucoup plus efficient grâce à ce qui existe déjà et donc inventer des nouveaux services qui fait partie, en fait, des principes de cette charte. Donc, si je veux résumer un petit peu nos actions, on est vraiment sur 3 des grands principes de cette charte, sachant que la transparence, elle y est par défaut. Donc, on a beaucoup évolué sur les 4 en fait, axes de cette charte. Merci beaucoup Stéphane, c'est très intéressant de voir qu'une entreprise peut, avec son lab innovation, discuter avec le lab de la CNIL. Je ne sais pas si tout le monde est au courant parmi nos spectateurs qu'il y a aussi un lab d'innovation à la CNIL qui fait des choses très intéressantes dans de très nombreux domaines, y compris dans le domaine de la gestion publique qui nous intéresse dans cette table ronde aujourd'hui. Alors très concrètement Stéphane, en fonction des activités qui sont celles du groupe, on a compris que vous travaillez directement ou indirectement avec beaucoup de collectivités locales. En un mot, quel regard est-ce que vous portez aussi sur la charte territoriale de Nantes? Comment est-ce que vous réagissez en fait au bilan qui a été présenté du point de vue de l'action conduite par la collectivité publique? Alors justement, moi je trouve que les principes de cette charte, et c'est aussi bien au niveau groupe qu'au niveau personnel, sont fondamentales, sont importantes. Il y a la partie souveraineté effectivement autour de la donnée, une souveraineté locale et une transparence et bien sûr sécurisation de la donnée et ce qu'on peut en faire derrière. Mon point de vue, c'est qu'il doit y avoir beaucoup plus de collectivités qui adoptent cette charte ou ce type de charte. Je serais même pour qu'on ait une charte qui soit une référence nationale. Alors, est-ce que c'est la charte nantaise telle qu'elle est aujourd'hui ou est-ce qu'il faut la transformer un petit peu? Je ne sais pas du tout. C'est un travail qui serait à mener, mais je serais vraiment, moi, pour une charte qui soit une charte minimum, on va dire minimale, charte de la donnée, qui s'inspirait largement, bien sûr, de la charte nantaise d'un point de vue national et adoptée par toutes les collectivités qui ont un plan ou pas d'ailleurs autour du territoire intelligent, mais surtout de la transformation numérique. Et à prendre en compte, bien sûr, en amont de toute transformation numérique, parce qu'une fois qu'on s'est transformé, c'est un petit peu tard parfois pour appliquer cette charte. Merci beaucoup Stéphane. Même petit exercice
que pour Stéphane Guidouin auparavant, si vous aviez une question à poser à Francky Trichet, puisque c'est lui qui va maintenant s'exprimer. Allez-y, profitez-en, vous l'avez sous la main. J'en profite, j'ai plein de questions. Et Francky, s'il y a une question, est-ce que tu peux nous fournir des éléments très concrets de cet impact, de cette charte et des retombées sur notre territoire afin de pouvoir faire la promotion de cette charte avec ces éléments concrets et pourquoi pas mener peut-être une mission un peu plus nationale pour pouvoir promouvoir cette charte et la faire adopter à beaucoup plus d'autres collectivités. Eh bien, voilà, sans transition, on va passer la parole à Francky Trichet. Vous êtes le vice-président de la métropole en charge notamment de l'innovation et du numérique. On va donc commencer par cette question, ou plutôt je vais fusionner les deux questions qui vous ont été posées. D'un côté, comment faire pour mobiliser plus et mieux les partenaires extérieurs. On a vu tout le travail qui a été fait pour mobiliser les équipes. L'administration territoriale applique à elle-même la charte dont vous avez été l'instigateur et le promoteur. Mais comment faire pour impliquer encore plus de partenaires sur le territoire, voire à l'extérieur du territoire, et à travers des exemples concrets, amener à diffuser ces bonnes pratiques et les principes qui sont dans cette charte éthique. Merci beaucoup. Je crois que je vais commencer mon propos en disant que cette charte, en fait, depuis un an, elle façonne une culture de la donnée sur un territoire. Et je pense que c'est la force de cette charte-là. Elle incarne, en fait, cette culture de la donnée que Nantes s'est plus ou moins appropriée et qu'elle revendique aujourd'hui et qui permet de faire rayonner le territoire. Très concrètement, il y a des entreprises maintenant qui viennent s'installer à Nantes parce que, non pas uniquement, mais parce que aussi il y a cette culture, ces valeurs qui sont partagées autour de la charte. Et comme tu le disais, Stéphane, cette charte, elle parle aussi d'un numérique, de certaines valeurs qu'on veut porter sur le numérique. Donc, premier élément, je pense que les effets directs de cette charte, c'est vraiment d'instaurer la culture donnée sur le territoire. D'instaurer la culture donnée aussi dans la collectivité. Effectivement, Claire l'a rappelé. Ce réflexe donné doit devenir un réflexe dans toutes les divisions. Et aussi, très concrètement, elle nous permet aussi, à un moment donné, de pouvoir aller poser des conventions ou des avenants à certaines conventions avec des partenaires qui ont signé cette charte dans laquelle il y avait certains flous, certaines précisions à apporter. Je pense à Engie, par exemple, sur lequel on a pu apposer la propriété aujourd'hui de Nantes Métropole de certaines données, alors où jusqu'à présent, on ne s'était pas posé cette question-là. Je pense aussi à JCDecaux, dans lequel on a un cadre un peu plus aujourd'hui partagé, un conventionnement sur lequel, sur les données vélo, on va pouvoir travailler ensemble. Et pour terminer, je pense que on a une action aussi très forte à l'échelle nationale et internationale. Et je le vois aujourd'hui, on sait que les villes, les territoires sont des lieux de la démocratie. Et on voit que cette charte-là, elle vient en complément des dispositifs législatifs à l'échelle européenne, à l'échelle territoriale. Et moi, j'étais encore la semaine passée avec différents acteurs dans le cadre de la francophonie, que ce soit sur le territoire africain, que ce soit sur le territoire canadien ou asiatique. Et on voit qu'en fait, les chartes qui émanent des villes, les villes sont des acteurs qui doivent prendre en compte et doivent intégrer la gouvernance mondiale du numérique. Et une charte, même quelle que soit sa valeur en fait juridique, elle pose en fait quelque chose d'important et je crois qu'elle y joue. Donc les privés, ils ont aussi, qu'ils soient petits ou gros, intérêt à un moment donné à mettre en place justement pour des valorisations locales, mais aussi pour contribuer à cette gouvernance numérique nationale, doivent en fait s'intéresser à ce qui se passe localement. Pardon. Merci beaucoup pour cette première réponse. Je disais première réponse parce qu'on a tous une deuxième question pour vous. Vous aviez pris des engagements il y a un an. Le bilan présenté par Claire Sachot est disponible avec ce qui a bien marché depuis un an, mais aussi ce qui reste à faire. La question, c'est comment s'assurer que ces efforts perdurent et que cette charte ne va pas progressivement rester juste un document signé par les uns et les autres. Donc, comment maintenir cette conviction, cette pression, si besoin était. On va donner tout à l'heure, à la fin de la table ronde, rendez-vous à tout le monde dans un an. Vous vous êtes engagé à ce qu'il y ait un rendre compte tous les ans. Alors, la question, elle est simple, c'est quels sont vos engagements pour les mois qui viennent ? Le premier engagement, en fait, il concerne un élément que Stéphane a évoqué, c'est de se dire en interne comment on peut aller plus loin. Et cette commande publique responsable dans laquelle nous, on s'engage à Nantes. Alors, on a déjà identifié des secteurs très, très clairs, comme le numérique, par exemple, dans lesquels, dans les clauses de marché sur nos prochaines commandes publiques, on va pouvoir utiliser la charte et la décliner très précisément pour avoir des critères de priorisation pour sélectionner tel acteur privé qui viendrait effectivement aujourd'hui répondre. Je vais prendre un exemple très simple dans le numérique.
on peut privilégier, par exemple, un acteur qui aurait un plan de formation pour ses employés, pour ses collaborateurs dans le numérique à l'éco-conception. Parce que nous, effectivement, on croit à la sobriété, on croit à ce numérique responsable, et c'est un élément qui viendrait en priorisation. On a aussi vocation à travailler sur les déchets. Donc, cette commande publique responsable, c'est un enjeu majeur, il faut les décliner secteur par secteur. Le deuxième point, c'est de travailler aussi sur les infrastructures, parce que quand on parle de données, il faut voir le 360 et cette politique de la donnée, cette gouvernance de données, elle s'assoit aussi sur un stock technologique qu'il ne faut pas oublier. Et je crois qu'aujourd'hui, on a aussi tout à chacun à faire un effort prospectif sur de se dire aujourd'hui où sont nos data centers, nos serveurs, où sont-ils hébergés, comment on peut mieux mutualiser et offrir une gouvernance publique-privée, pourquoi pas, mais en tout cas pour tout ce qui est la donnée publique portés par des collectivités ou des acteurs aujourd'hui publics, je pense au CHU, je pense à l'université, au laboratoire de recherche. On voit bien ici qu'on a de la donnée dans une sphère publique dans laquelle on a du travail prospectif à réaliser sur la souveraineté de l'hébergement. Et ça, c'est un élément central. Nous allons nous y engager à définir une gouvernance territoriale sur ce sujet et à imaginer un réseau de data centers qui serait effectivement aujourd'hui en capacité à la fois d'innover sur la transition énergétique et aussi sur la réplication et la sécurité. Le troisième engagement, c'est vraiment de continuer nos regards croisés avec Montréal. Donc là, je regarde Stéphane et on s'est dit droit dans les yeux tout à l'heure, je peux vous dire publiquement qu'en 2020, on allait se voir en vrai, ça c'est sûr, puisque Nantes et Montréal, c'est une histoire, un récit sur la donnée, mais qui doit s'accélérer et s'accentuer. Et je dis publiquement, oui, Stéphane, j'irai à Montréal en 2021, quoi qu'il arrive, je l'espère. Et puis étendre effectivement ce réseau, ces regards croisés, comme j'ai dit tout à l'heure, à cette gouvernance mondiale du numérique dans lesquelles les villes doivent s'emparer. Et je crois qu'aujourd'hui, on a des réseaux d'accélération. Je pense à l'AIMF sur la francophonie et la diplomatie numérique francophone. C'est un enjeu très fort. Et là, on voit bien qu'on a des impacts très forts. Et puis, travailler, encore une fois, toujours sur cette notion d'éthique, pourquoi pas. Et je lance ici la volonté d'avoir effectivement une étude avec Montréal sur cette charte éthique qu'on pourrait travailler, en tout cas être pionnier dans Montréal sur ce sujet. Et pour terminer, je parlais tout à l'heure de culture donnée, ce mindset de la donnée qu'on revendique tous. Il faut qu'elle soit un réflexe chez tous les politiques. Moi, je dis toujours que la donnée, c'est un objet politique et pas technique. Donc, le réflexe, je travaille avec tous mes collègues pour se dire, oui, la donnée, c'est un souci politique, c'est un enjeu politique. Il faut que ça soit dans les services, il faut que ça soit dans les associations, et il faut que ça soit dans la tête de tout à chacun, les habitants. Et on a commencé quand même un programme d'éducation populaire avec les centres accords sur ce sujet pour sensibiliser les jeunes à la propriété, à leurs données personnelles aussi, mais de façon sensibiliser de façon plus globale à des principes de régulation, d'utilisation des grandes plateformes pour qu'on puisse effectivement monter cette société numérique, cette société civile du numérique en compétences. Il faut qu'on la monte jusqu'aux plus jeunes. Et je crois que la donnée, c'est un enjeu majeur. En tout cas, voilà les différents éléments sur lesquels on va continuer de travailler et continuer surtout de rapporter en transparence les différents éléments, parce que c'est ça aussi qui fait, à mon avis, la force de la charte métropolitaine de la donnée, c'est de rendre compte en permanence, tous les ans, oui Jacques, on y sera, mais aussi auprès de nos concitoyens, avec les chantiers qu'on porte avec les collectifs locaux comme Naomédia. Et je salue effectivement cette première en France sur la publication de cette IA pour la surproduction alimentaire dans les écoles. Je sais que Brest est intéressé, j'espère que Montréal va regarder, je ne sais pas si ça te soucie là à Montréal, mais au plaisir de travailler avec toi sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Francky. Je rappelle au passage que dans l'élaboration de la charte, vous aviez associé des citoyens à son élaboration avec un panel de citoyens. Et le fait de rendre public ce bilan sera peut-être aussi l'occasion pour certains de regarder de façon précise la manière dont les engagements que vous aviez pris sont aujourd'hui tenus et également les points qui, le cas échéant, posent problème. Nous allons maintenant passer la parole à Tania Perelmutter. Bonjour, vous êtes Tania, cofondatrice de la fondation Abeona, qui travaille à la compréhension des développements de l'intelligence artificielle afin d'en atténuer les risques et de promouvoir des usages pour une société juste et équitable. Alors, vous êtes vous-même ingénieure et data scientist et directrice de la stratégie d'Abeona. Nantes Métropole a souhaité vous donner la parole en clôture de cette séquence car il nous a semblé intéressant de prendre du recul par rapport aux enjeux territoriaux et de resituer le travail qui est fait sur l'éthique ici à Nantes dans un cadre plus global. À travers votre témoignage, nous allons revenir sur des sujets comme la transparence des algorithmes ou comme l'éducation des citoyens, mais cette fois-ci dans la France entière et ailleurs dans le monde, puisque vous avez aussi noué des partenariats internationaux. Donc Tania, c'est à vous. Je vous laisse la parole pour 10 minutes. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous pour le bilan des premières années de la charte.
L'intelligence artificielle a une capacité incontestable à démultiplier l'intelligence humaine. Mais les algorithmes font finalement canaliser des données, certes en vitesse absolument inaccessible à l'être humain, pour en tirer statistiquement des conclusions réutilisables. Revers de la médaille, ils font ainsi raisonner, voire accentuer les pires biais humains, sexisme, racisme, injustice sociale. L'épidémie des Covid a précipité les changements dans l'utilisation des services numériques. Donc, la plupart sont basés sur l'intelligence artificielle. C'est un véritable changement des paradigmes dans les façons que nous communiquons, travaillons, votons, voyageons ou éduquons nos enfants. Dans le domaine des santé, par exemple, nous consultons désormais les médecins via des plateformes telles que Doctolib et échangeons des informations privées, notamment des conversations vidéo avec nos médecins, les résultats d'analyse de laboratoire et des prescriptions de médicaments. Une plateforme qui a accès à ces données pourrait techniquement prévoir une crise sanitaire croissante avant toute l'agence publique. L'intelligence artificielle a une capacité incontestable à faire d'autres choses très bien. Par exemple, détecter des cancers ou prédire l'évolution de la maladie d'Alzheimer en prenant sur les quantités importantes d'images DRM ou par exemple guider des voitures autonomes ou optimiser des services de repas comme, dans les cantines comme vous faites déjà à la ville de Nantes. Mais l'utilisation inappropriée des données sensibles et les atteintes à la vie privée peuvent produire de grands dommages. Imaginez la même plateforme médicale où vos antécédents médicaux sont vendus à votre futur employeur, où votre espérance de vie est calculée et fournie à une compagnie d'assurance. De plus, les algorithmes d'IA mal conçus pourraient apprendre à accentuer les pires préjugés humains, tels que sexisme et racisme, conduisant à la discrimination et à l'injustice sociale. Alors, comment pouvons-nous maximiser le potentiel de cette nouvelle technologie de données tout en apprenant à diminuer ses risques pour rendre notre société plus juste? C'est les sujets principaux auxquels s'intéresse la Fondation Nabiona. Je vais vous suggérer aujourd'hui 3 pistes de réflexion dont nous pensons très importantes. Premièrement, la formation des citoyens. Deuxièmement, l'équité active ou les tests des algorithmes pour détecter les biais. Et dernièrement, la transparence des objectifs et la conception des algorithmes qui ont un fort impact sur les citoyens. Tous ces 3 sujets, pour moi, un fil rouge commun, créer la confiance des citoyens dans les technologies des data et des intelligences artificielles. Première solution donc, c'est l'éducation. Tous les citoyens devraient avoir un accès libre à l'apprentissage des bases d'intelligence artificielle. Nous nous sommes associés à l'Institut Montaigne et à l'Open Classrooms pour créer l'objectif IA. C'est un cours de 6 heures, un cours pour débutants disponible en ligne et gratuit pour les personnes de tous âges, décideurs politiques, chefs d'entreprise, mais aussi fonctionnaires, médecins, patients, gendarmes, étudiants, toute personne intéressée à apprendre ce qui cache derrière la technologie d'intelligence artificielle, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Comment identifier ou quel produit utilise cette technologie et quelles données sont utilisées. Et comprendre surtout l'impact potentiel sur notre vie quotidienne personnelle et professionnelle. Cette formation que je dis est gratuite, ne demande aucun prérequis et offre une certification à la fin. De nombreuses entreprises, agences publiques et universités nous ont rejoints pour distribuer l'objectif IA à ses employés et étudiants. Aujourd'hui, en France, j'allais dire qu'on a plus de 60 000 personnes qui sont inscrites, mais je viens d'apprendre ce matin que grâce à la gendarmerie, on est passé à 80 000.
Et nous espérons qu'il y a au moins 1% de la population française pourra bénéficier de cette formation. Une société éduquée qui comprend les risques et les possibilités offertes par l'IA ouvre la voie à un débat public transparent sur les manières dont nous voulons que cette technologie intègre nos vies et prenne des décisions collectives fondées sur les connaissances scientifiques. La confiance dans cette technologie d'IA doit être notre objectif premier. Comprendre que les algorithmes ne prennent pas le contrôle de nos vies, que l'intelligence artificielle n'est pas de la science-fiction, mais plutôt un ensemble de modèles mathématiques qui apprennent sur les grandes quantités de données et produit des prévisions probabilistes. La peur est basée sur l'ignorance et la confiance est créée par la compréhension et la connaissance accessible à tous. Nous constatons que la métropole de Nantes a saisi cet enjeu crucial et nous vous en félicitons. La deuxième piste de réflexion est ce que nous appelons équité active, c'est-à-dire tester des algorithmes qu'on fait avec les nouveaux médicaments. Précisément, ça voulait dire accepter que l'équité d'un algorithme ne s'obtient pas en excluant tous les variables protégées comme le sexe, l'âge ou encore l'ethnicité, mais au contraire en les incluant et en testant l'indépendance des résultats vis-à-vis de ces variables. Pour ce faire, il est nécessaire de disposer des données protégées. Mais si ces informations sont protégées, c'est justement parce qu'elles peuvent être source de la discrimination. La défenseur des droits a établi 25 critères. La vie privée des individus est bien sûr d'importance capitale, mais les droits à la non-discrimination l'est tout autant. Ces deux droits fondamentaux ne doivent pas être opposés l'un à l'autre, mais plutôt aller de pair. Bien sûr, en protégeant et en anonymisant les données et en limitant leur collecte uniquement dans le but de test des biais sur un échantillon des utilisateurs. En outre, les acteurs publics peuvent mettre en place des bases de données pour faciliter ces tests, qui permettront de créer la confiance dans le caractère équitable des algorithmes. Nous, à Fondation Abion, nous pensons que les approches aveugles et la diversité n'empêchent pas la discrimination et que les décisions éclairées par les données recueillies dans le respect de la vie privée sont des meilleures décisions. Nous espérons que le débat sur ces données, sur la justice et l'équité, se poursuivra. Puis, la troisième piste est la transparence. Il est difficile de comprendre le fonctionnement des algorithmes, notamment ceux utilisant l'intelligence artificielle. Par ailleurs, comprendre le fonctionnement ne garantit pas qu'il n'y aura pas de biais algorithmiques. Moi, je préfère parler de rédivabilité algorithmique, c'est-à-dire des transparences des objectifs de l'algorithme, des données qui ont été utilisées et leur représentabilité, quel public se sera concerné par ces traitements algorithmiques, quels sont les risques des biais et comment ils ont été pris en compte. Tous ces critères, pour moi, sont plus importants que l'explicabilité de l'algorithme. Souvent impossible avec techniques d'intelligence artificielle basées sur les apprentissages profonds. Nous saluons donc la charte éthique de la métropole de Nantes car nous retrouvons les composants nécessaires à faire grandir la confiance des citoyens dans la démarche de leurs données. L'engagement qui favorise de nouveaux usages de l'intelligence artificielle tout en prenant soin que les données sont bien protégées et en proposant transparence sur les objectifs des algorithmes. La charte éthique que vous avez mise en place est très dynamique car elle permet les adaptations nécessaires aux évolutions technologiques. Nous saluons également votre engagement dans la voie d'éducation et des formations des jeunes à l'intelligence artificielle et invitons tous les Nantais à se former à ces enjeux. Je vous remercie. Merci infiniment, Tania. Très intéressant et merci de ce recul et de cette mise en perspective. Nous avons quelques questions, quelques minutes pour y répondre. Une première question qui est peut-être un petit peu technique, qui est pour Claire, je crois. C'est sur ce qu'elle nous a présenté tout à l'heure sur le Wi-Fi, une question d'Arnaud qui nous dit « Oui, mais pour se connecter à du Wi-Fi gratuit, il faut quand même créer un compte, quand même laisser des données. Alors, comment est-ce qu'on fait à Nantes en application de cette charte pour en collecter le moins possible et peut-être pour ne pas les utiliser ?»
Oui, alors un opérateur de Wi-Fi, c'est vrai qu'il est obligé de conserver les données de trafic du service pendant 1 an, dans le cas où, pour une enquête de police, l'autorité judiciaire peut être amenée à lui demander. Mais on n'est pas obligé de demander l'identité de l'usager du service pour lui fournir une connexion. D'ailleurs, on a effectivement un peu bataillé à l'époque pour imposer le fait de ne pas demander d'authentification dans le service. Ce n'était pas si évident et c'était surtout pas très répandu. Donc ça, c'est notre opérateur qui travaille pour nous, qui conserve ces données-là. Et donc, nous, on n'y a absolument pas accès. Et c'est vraiment lui qui interagit avec la police si besoin. Si je peux me permettre, à Montréal, on a eu les mêmes enjeux avec les mêmes résultats en 2016, quand on a commencé à déployer notre Wi-Fi public. Il y avait une demande qu'on ait un formulaire pour consentement et collecte d'informations. Puis à force de creuser, on a réussi à la conclusion que les adresses techniques, l'adresse MAC, pouvaient être suffisantes pour identifier et suivre une personne s'il y a une enquête de police et qu'on n'avait donc pas l'obligation de demander des informations de connexion. Donc, on fonctionne pareil que Nantes de ce point de vue-là. Merci Stéphane. D'ailleurs, la question suivante concerne certainement autant Montréal que Nantes. Une question sur la manière dont la sobriété qui a été affichée comme étant un des principes de la charte, sobriété dans le volume et la collecte des données, trouve sa répercussion en matière de sobriété énergétique, d'impact environnemental. Stéphane, à Montréal, tu avais la parole. Si tu souhaites nous en dire un mot et puis peut-être Claire ou Francky compléter côté français. Oui, de notre côté, donc le principe, donc il y a un principe de sobriété dans la charte de Montréal. Il y a aussi le principe de transition écologique. Ceci dit, à ce stade-là, on ne se le cachera pas, c'est quand même assez vague. Il y a vraiment puis c'est intéressant parce qu'on avait une rencontre hier sur l'impact de la 5G sur l'aspect environnemental, donc on est en plein là-dedans. Et il n'y a vraiment aucune réponse facile. Hier, on était presque rendu à finir de dire que c'était le système capitaliste qu'il fallait remettre en cause. Là, mais on n'ira pas aussi loin. Mais il y a vraiment effectivement des éléments d'orientation, je pense. Puis tout à l'heure, Francky parlait de diplomatie. Je pense qu'il y a des éléments effectivement d'influence qu'on peut jouer. Donc oui, on peut jouer un rôle sur notre approvisionnement, sur des contraintes qu'on met, sur minimiser la collecte de données. Et je pense que ça a un rôle à jouer. Mais en même temps, il faut reconnaître que c'est une goutte d'eau dans l'océan par rapport à tout ce qui circule. Et il y a vraiment un travail à faire des villes en particulier, je pense, de convaincre et d'utiliser des outils comme les chartes qu'on a développées justement pour dire ceci est important et il existe des moyens, il existe des leviers pour questionner l'impact environnemental de la technologie. Sur ce sujet, pour compléter, je pense qu'il y a tout le volet infra dans lequel on peut faire des choses. Je parlais tout à l'heure d'infrastructure sur le data center. On voit bien qu'aujourd'hui, les principes de mutualisation vont faire en sorte qu'on va gagner de fait en termes de stockage. Sobriété, garder que, comme Claire l'a dit, la donnée que si elle est utile et ne pas stocker en disant potentiellement dans 3 ans, elle pourrait avoir une utilité. Non, on est vraiment sur une rationalisation temporelle de même ce qu'est le stockage. Mais je crois que le plus important, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit bien que la fuite en avant sur le volet énergétique du numérique, c'est les usages, c'est la vidéo. Il faut se le dire, il faut être transparent aujourd'hui. Et si on sensibilise sur on va dire, et là on dépasse peut-être le cadre de la donnée et on est plutôt sur aujourd'hui ce qu'est un numérique responsable, c'est aussi que tout à chacun prenne en conscience de ce qu'est aujourd'hui. Regarder Netflix, on aime bien, mais il y a un moment donné, tout à chacun doit aussi mesurer et peut-être prendre conscience d'un point de vue éducatif sur l'impact que Netflix a aujourd'hui. Je prends Netflix, mais il y a d'autres usages, ce n'est pas pour montrer du doigt Netflix, mais on voit bien aujourd'hui que c'est l'usage et l'éducation au bon usage, ou un usage, on va dire, équilibré, qui doit en fait faire la différence sur ce volet très précis de ce qu'est aujourd'hui la transition énergétique, en tout cas dans le numérique. Et ce volet-là, l'éducation populaire, elle doit y contribuer. Et on doit tous faire en sorte d'avoir aujourd'hui des usages qui soient raisonnés, comme l'agriculture. Complément, simplement aussi signaler qu'à travers des différentes études qu'on a pu mener à divers endroits, aujourd'hui, le volume des données produites par la gestion des services urbains, des services publics, reste un volume qui est effectivement très limité. Alors, ce n'est pas pour autant qu'il faut bien évidemment ne pas le prendre en compte, mais sur un territoire comme celui de Nantes Métropole, il y a d'autres acteurs publics qui produisent des volumes de données bien plus importants que l'exploitation des services publics locaux. On peut penser au CHU, bien évidemment, ou à l'université, qui produisent des volumes bien supérieurs et mobilisent des puissances de calcul qui n'ont rien à voir. Pour autant, cette préoccupation de la sobriété environnementale figure bien effectivement dans
dans la charte de Nantes. Alors, l'application de cette charte nous amène à une autre question, peut-être à nouveau pour Claire, qui va être interrogée peut-être par des collègues sur les conséquences concrètes et pratiques de l'application de la charte dans les services publics locaux. Est-ce que l'application de la charte, une question de Serge, amène Nantes Métropole à renoncer, par exemple, à des services cloud tels que Microsoft Office 365 ? Alors, c'est vrai qu'on utilise une suite bureautique libre. Les choix qu'on fait sur la souveraineté, ça va concerner nos données les plus sensibles, hein. Donc, on l'a dit tout à l'heure, on cherche à avoir un hébergement en France pour ces données-là et puis un hébergement en Europe quand c'est possible. Donc, on essaie d'avoir aussi cette approche pragmatique aussi qui nous permet d'avancer sur nos projets. Et comme le disait Stéphane, ce qui compte aussi, c'est la sensibilisation, aussi l'échange, la discussion qu'on va pouvoir avoir avec nos partenaires sur ces sujets-là pour progressivement évoluer. Si je peux compléter, parce que c'est un sujet qui est vraiment difficile. Quand on va voir des responsables de l'approvisionnement gouvernemental, leur principal enjeu, leur principal souhait, c'est d'élargir autant que possible le nombre de personnes qui peuvent répondre à un appel d'offres. C'est comme ça qu'on limite les enjeux de corruption, les enjeux de collusion, puis qu'on va chercher des tarifs qui sont meilleurs. Donc, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on rajoute des contraintes et qu'on arrive à nos collègues de l'approvisionnement, ils nous font les gros yeux en disant « non, tu ne veux pas continuer à restreindre le marché, tu ne veux pas continuer à limiter le nombre de personnes. Nous, il n'est pas rare qu'on fasse des appels d'offres où on a juste 2, 3 réponses. Si on commence à dire on va en éliminer certaines, ben là, on arrive à une réponse. Donc, il y a vraiment un équilibre difficile. Puis, des chartes comme ça, à mes yeux, ne peuvent pas s'appliquer du jour au lendemain sur l'ensemble des processus d'approvisionnement qu'on fait. Sinon, on se tire dans le pied, pas sur la question numérique, mais sur la question des fournisseurs. Puis, on risque de tuer des fournisseurs, on risque d'empêcher un marché de se développer là-dessus. Donc, il y a vraiment une phase de transition à faire pour dire c'est là qu'on va aller. Et dans quelques années, les gens qui ne respectent pas ça, on ne les autorisera plus. Mais on ne peut pas du jour au lendemain l'imposer, auquel cas, sinon, on se coupe complètement de fournisseurs potentiels et on risque de voir nos coûts augmenter de manière significative sans pour autant nécessairement être capable d'améliorer l'atteinte des objectifs qu'on a. Merci, merci beaucoup, Stéphane. Alors, on avait une question on n'a pas le nom, pardon, de la personne qui a posé la question. Une question concernant la charte et concernant la possibilité, est-il encore possible de signer cette charte? Et si oui, comment est-ce que l'on peut faire? Francky, peut-être? Oui, bien sûr. Cette charte, c'est un document vivant, c'est un document qui agrège de nouveaux partenariats. Donc, il suffit de contacter Claire, claire.sacho@nantemetropole.fr. C'est notre chief data officer. On en est très contente, notre responsable de la donnée. Donc, un bel interlocuteur, une belle porte d'entrée. Et puis, encore une fois, voilà, l'idée, c'est de pouvoir peut-être aussi amener des nouveaux éléments qui font mal. J'aime bien, à un moment donné, travailler aussi sur ces sujets-là. On le voit bien, il y a certains sujets qui peuvent encore faire mal. Et donc, si vous voulez participer à cette charte, c'est vraiment avec plaisir. Et si vous voulez mettre des sujets au débat autour de cette charte, il faut les poser. Je pense que c'est ça aussi la transparence, ne pas avoir peur, comme dit Stéphane, des sujets complexes qui sont encore difficiles à traiter. Je pense que c'est ça aussi le rôle de la charte, c'est de pouvoir tout poser en transparence. Et c'est des sujets sur lesquels on peut répondre. D'autres sujets où c'est plus compliqué. Je peux évoquer, voilà, effectivement, aujourd'hui, sur les suites collaboratives, le mail, on avait à un moment donné un appel d'offres dans lequel Google s'est porté candidat. Et Johanna Roland, avec toute l'équipe, on a refusé, typiquement, de pouvoir, à un moment donné, peut-être être la première ville de France à pouvoir utiliser ce service proposé par Google. C'est pas parce qu'on est anti-Google, c'est juste qu'à un moment donné, toutes les conditions qui étaient en fait sous-jacentes à l'hébergement, sur cette idée de cloud, sur lesquelles en fait on ne sait pas où sont les données, c'est un vrai sujet public. Et donc on n'a pas pu, si vous voulez, et d'ailleurs la charte, je sais qu'elle était en cours d'ailleurs de rédaction, qu'on était déjà dans cette trajectoire-là. Donc l'un n'empêche pas l'autre, mais cette charte, elle permet aussi à un moment donné de pouvoir poser des jalons dans lesquels forcément les grands savent maintenant les valeurs qui sont à Nantes. Et quelque part, ils savent que quelle que soit l'efficience du service, on n'ira pas forcément les yeux fermés. Merci. Peut-être une dernière question, parce qu'on arrive à la fin de cette table ronde, qui peut s'adresser aussi bien
aux uns qu'aux autres. Francky, vous venez de le dire, la charte, ça évolue, c'est une réflexion. À Montréal, il y avait une V0 qui avait été mise en débat public, qui avait été publiée avant que la charte ne soit officiellement sortie. Tout ça, ça bouge très vite. L'intelligence artificielle, on l'a vu avec Tania, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'évolutions, beaucoup de questions éthiques, juridiques, de cas d'usage qui font évoluer la réflexion. Alors, est-ce que cette charte, elle est, une fois qu'on l'a publiée, figée dans le marbre? Est-ce qu'elle doit évoluer? Est-ce qu'il est prévu une autre version de la charte à Nantes un jour, à Montréal aussi en parallèle? Voilà, je pose la question sur la suite et je crois que ça sera la dernière question puisqu'on arrive au terme de la table ronde. Qui veut répondre? Stéphane? Je vais commencer. C'est sûr que pour nous, c'est un document vivant, de même que notre politique de données ouvertes. On a publié notre première politique de données ouvertes en 2011, puis il y a eu 3 versions depuis, puis on est encore en train de se dire qu'il faudra la changer. La charte, ça va sûrement être pareil. Là, j'estime un cycle de vie peut-être de 2-3 ans en moyenne avant qu'on juge qu'il y a des ajustements à faire. Et puis moi, pour rebondir sur le sujet, oui, mais ce qui est le plus important pour nous maintenant, c'est les clauses. C'est des clauses très précises sur la commande publique responsable. Je pense que c'est la charte, comme le disait, c'est un cadre. C'est un cadre référent qui donne effectivement aujourd'hui des valeurs, qui pose des valeurs et qui permet quelque part de poser quelques principes de régulation. Mais maintenant, il faut tomber dans le formel. Il faut tomber dans le formel et de prendre dossier par dossier, de se dire, là, il y a certains marchés publics, je parle en tout cas, sur la posture publique, qu'il faut un peu plus affûter et affiner et aller plus en profondeur. Le chemin est long, ce n'est pas forcément facile. Il y a peut-être des politiques publiques plus faciles que d'autres. En tout cas, voilà, nous, on va commencer sur le numérique, ça c'est clair, je regarde clair dans les yeux puisqu'on est déjà parti. Et sur les déchets, c'est un sujet aussi, à mon avis, sur lequel il va falloir aller aussi cette année. Bref, on va se revoir, on fera d'autres sujets de médiation. Et moi, j'appelle vraiment de mes voeux à faire en sorte qu'elle essaime à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle francophone, puisqu'il est ici, voire internationale. Parce que je pense qu'on a tout à apprendre aussi d'émergents d'autres territoires, et je pense en particulier à l'Afrique, où il y a des choses qui se passent et sur lesquelles on a du travail à faire pour faire en sorte que, encore une fois, cet objet-là soit un élément, une arme pour la régulation des territoires et la place des villes et des territoires dans la gouvernance et la diplomatie numérique mondiale. Merci à tous. Je crois qu'on a tenu parfaitement le timing. Les organisateurs du Salon de la Data seront ravis. Nous sommes ravis du contenu, de ce que vous avez pu apporter. Il restait quelques questions. On se permettra de vous les passer par email peut-être pour pouvoir répondre à nos spectateurs qui pourraient rester un peu frustrés de la durée de l'échange. Merci à tous. On a bien noté. Rendez-vous à l'année prochaine. Merci, au revoir. Merci à toi, Jacques, pour l'animation. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir à tout le monde.